Bonjour Monsieur Brice Clément, ravi de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui. Vous êtes actuellement vice-président de logistique et informatique chez Jewison Safety Systems. Pouvez-vous nous parler un peu du cœur de votre métier? Qu'est-ce que vous y faites concrètement? Alors, je suis dans cette entreprise depuis le début de 2019 et je suis en charge donc de toute la partie définition des systèmes d'information. Donc, c'est une entreprise qui compte 50 000 employés. On a 60 sites dans le monde. On est présent dans 25 pays. Et donc là, l'objectif, c'est de structurer l'ensemble du système d'information parce qu'en fait, c'est une entreprise qui vient d'une fusion de deux autres entreprises, si vous voulez, avec des régions relativement autonomes. Quand je parle de régions, c'est de continents. Et donc, voilà, c'est histoire de structurer ces parties-là. Et de manière un peu plus concrète, parce que je suis quelqu'un qui vient pas de l'IT, je suis pas un gars de l'IT, puisque la preuve, je viens plus du monde, j'allais dire, business. Je suis également en charge j'allais dire, en termes de côté business, de définir les process opérationnels. Hein, donc, en même temps, bon, pour être plus concret, on met en œuvre un outil qui s'appelle SAP dans le monde, donc sur nos 60 sites. Et nous cherchons à, d'une part, définir les process communs et puis ensuite de le mettre en œuvre. Donc, je suis en même temps responsable de cette partie-là. Donc, j'ai une casquette un peu technique, si je puis dire, mais je ne suis pas un très grand technicien. Et j'ai une casquette de reconfiguration, redesign de nos process et de D'accord, mettre en œuvre. d'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire comment vous en êtes arrivé à là? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? Je vais être relativement court parce que sinon, vous savez, je commence à être relativement ancien. Donc, en réalité, moi, j'ai commencé, alors, comme diplôme, j'ai fait mon diplôme en 1987 à l'ICN, et à l'époque, c'était un DESS, donc c'est un Master 2, je crois, si on peut trouver une équivalence par rapport à aujourd'hui, c'est un Master 2 euh, qui avait été lancé, qui s'appelle DESS Marketing et Gestion d'entreprise, quelque chose de ce style-là. D'accord. Et donc, j'ai commencé par trouver une entreprise dans le Sud-Marnais, donc à Langres, en tant que responsable marketing. J'ai fait ça pendant 2 ans. Ensuite, j'étais responsable de la logistique pendant 10 ans. Et pendant que j'étais responsable logistique pendant 10 ans, j'ai en même temps mis en place de nouveau côté business, donc SAP comme système d'information. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur l'optimisation des process. Voilà, donc ça, c'était une première expérience, on va dire, dans un environnement automotive, hein, sur 14 ans à peu près. Donc pendant ces 14 ans, ça s'est réparti entre marketing, logistique et puis ensuite design des systèmes d'information, tout ça plus ou moins en parallèle, parce que si vous voulez, vous n'avez jamais qu'une fonction dans une entreprise, vous en avez plusieurs. Hmm. Bon, ensuite, j'ai fait un petit saut dans le milieu de transformation de bois, donc dans les meubles pendant 1 an. Bon, je ne suis pas resté longtemps, le cadre ne me plaisait pas. C'était également dans le domaine de la supply chain. Ensuite, je suis parti en 2003 chez ThyssenKrupp à Florange, donc pour être patron de la logistique et de l'informatique en 2003. Voilà, donc j'étais dans cette entreprise-là pendant 14 ans. J'ai commencé donc patron de la logistique de l'informatique, puis ensuite je suis devenu CFO en 2004, donc un an, 2 ans après. Donc pendant 13 ans, j'étais CFO et puis à la fin de mon parcours dans cette entreprise, j'étais CEO pendant 3 ans, ouais, 2016. Et puis en 2016, ThyssenKrupp toujours, parce que c'est dans le même groupe, m'a appelé pour restructurer l'activité ascenseur chez ThyssenKrupp en France. Donc j'ai été 3 ans à Paris pour faire du restructuring, CFO chez ThyssenKrupp Elevators en France à Paris. Enfin, le siège était à Paris. Et puis, un ancien patron m'a appelé fin 2018 pour revenir dans l'entreprise où je suis actuellement voilà, pour m'occuper d'informatique et de logistique. Donc, je suis arrivé en 2019, début 2019 dans cette entreprise. Voilà, Merci beaucoup. très rapide. J'imagine que vous avez rencontré de nombreuses difficultés. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes et puis nous dire comment vous avez réussi à les surmonter? Alors, en fait, en tout cas, moi, j'ai jamais
ressentis comme ça, ce ne sont pas des difficultés, ce sont des, j'allais dire, des challenges, des épreuves que vous avez à mener. La première épreuve, finalement, qui m'a toujours traumatisé, et donc j'en garde un vif souvenir, c'est quand j'ai commencé donc, chez Freudenberg à Langres. Donc, je suis devenu chef de service très rapidement. Donc, j'ai encadré une trentaine de personnes à 27 ans, je crois, à peu près 26, 27 ans, et j'ai dû faire 3 plans sociaux en 3 ans. Donc là, vous rentrez directement dans le vif du sujet, vous devez expliquer à des personnes qui travaillent depuis 20 ans dans l'entreprise que l'entreprise n'a plus besoin d'eux. J'ai fait ça plusieurs fois et 3 ans de suite. Et donc ça, forcément, si vous voulez, ça vous donne une certaine responsabilité pour la suite, parce qu'avant d'embaucher, vous réfléchissez à 3 fois, parce que c'est jamais très agréable de faire ce qu'on appelle des entretiens de séparation. Donc ça, je dirais, ça c'est vraiment un gros sujet je pense qu'il faut avoir à l'esprit, parce que sinon on embaucherait à tout va, et ce qui était arrivé dans beaucoup d'entreprises, on embauche et puis après on oublie qu'à un moment donné, de temps en temps, il faut se séparer. Donc il faut faire très attention au moment d'embauche, et puis ensuite il faut également faire très attention à l'employabilité de vos équipes. Si vous voulez, vous menez pendant des années des changements permanents. Il faut toujours veiller à ce que les équipes qui travaillent pour vous soient encore employables dans 2 ans, dans 3 ans. Je donne un exemple très concret. Donc, on est en train de mettre en place SAP sur nos 60 sites. On a évidemment des équipes qui sont très expérimentées avec les systèmes actuels, avec la façon de travailler actuellement. Il faut les emmener vers des nouveaux environnements, des nouvelles façons de travailler et de collaborer ensemble, pour que dans 3 ans, quand on aura fini le déploiement, ces gens-là, on puisse continuer de les utiliser. C'est qu'un exemple, mais enfin, des comme ça, j'allais dire, dans tous les rôles de leader, de les préparer pour le futur. Voilà, donc j'allais dire autrement, en termes de difficultés, très franchement, moi j'ai toujours vu ça plutôt comme, si vous voulez, il faut être poussé par le plaisir. Hein. Quand vous prenez un poste, il faut vous faire plaisir. Si vous ne vous faites pas plaisir, si vous voyez au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, vous ne faites pas plaisir, il faut juste partir. Et donc, quand vous restez, c'est que ça vous fait plaisir, et à ce moment-là, ce n'est pas vraiment des problèmes, c'est plutôt voilà, des challenges, des trucs que vous avez envie de résoudre, de surmonter. Et donc, c'est des choses qui ne m'ont pas vraiment frappé, parce qu'à un moment donné, si vous voulez, vous réussissez à avancer, c'est bon. Oui. Donc, D'accord. j'allais dire, ce qui est intéressant également, quand j'étais CEO, c'est de travailler avec les syndicats. C'est très intéressant comme pratique. Donc là, ce qui me fait dire, c'est globalement, j'allais dire, notamment en France, hein, les patrons probablement n'utilisent pas en tout cas, n'utilisaient pas la bonne façon de faire avec les syndicats. Il faut leur expliquer pourquoi on va dans telle ou telle direction. Il faut leur expliquer la stratégie de l'entreprise. Il faut leur expliquer pourquoi vous faites ça et comment vous allez le faire. Il faut les recevoir. J'allais dire, il faut les manager comme des collaborateurs classiques, mais il faut leur expliquer. Parce qu'une fois qu'ils ont compris, il y aura peut-être toujours des postures, j'allais dire, officielles devant les équipes dans un cercle plus large, ce qui est normal, c'est leur rôle. Mais au moins, au fond d'eux-mêmes, ils ont compris ce que vous êtes en train de faire. Et ça évite, on va dire, les violences et les systèmes bloqués. Voyez, donc ça, je pense que c'est relativement important. Il faut, bien sûr, ils voient au quotidien si vous les respectez pas. Dernier exemple en date qu'on voit dans la presse actuellement, c'est avec Carlos Tavares, avec ses revenus qu'on ne peut pas qualifier vraiment. Et évidemment, quand il va retourner négocier avec les syndicats une augmentation de salaire de 2% pour l'ensemble des équipes, il aura beaucoup de mal à vendre ça. Donc, que des personnes comme ça ne comprennent pas la logique et l'impact psychologique, on ne parle que de psychologie, après tout, c'est un peu, ça interpelle. Oui, donc, voilà. D'accord. Voilà, Merci. bon, autrement, les problèmes, non, c'est le change management qui est important. Donc là, je suis dans un environnement actuel très international, donc, mais bon, c'est vrai pour tous les environnements. Je suis avec des Japonais, des Chinois, des Américains, des Mexicains, des Européens. Et le change management, évidemment, est quelque chose qui est la clé de tout, parce que vous ne pouvez pas imposer, vous ne pouvez pas juste taper sur la table et dire allez-y, on y va. Il faut expliquer
encore une fois, pourquoi on change, qu'est-ce que ça a comme impact pour eux à titre personnel, hein, parce que chacun bloque à titre personnel ou ne bloque pas, parce qu'il a compris ou pas compris quelle est la conséquence d'une part pour l'entreprise et d'autre part pour son cas individuel. Donc avant de lancer dans un change, il faut faire un screening, j'allais dire, des forces en présence. Il faut évaluer un peu chaque personne ou chaque département ou chaque organisation, si c'est des gens qui sont plutôt pour, contre, qui sont neutres dans ce changement-là, et déterminer une stratégie de gestion du changement. C'est-à-dire que des gens qui sont contre, il faut essayer de développer une stratégie pour leur montrer ou pour voir comment on pourrait les passer de contre à neutre, et ceux qui sont neutres, de passer de neutre à, on va dire, à porteur du projet. Et donc ça, c'est des opérations qu'il faut quand même faire de manière relativement structurée dans le temps, parce qu'il y a des changements qui peuvent durer. Et encore une fois, j'allais dire, la nature humaine n'est pas négative premier abord, elle ne freine pas comme ça intuitivement, elle veut juste comprendre c'est quoi mon rôle demain dans la nouvelle structure, dans la nouvelle organisation, avec les nouveaux systèmes. Et c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Et il faut vraiment traiter ça, j'allais de manière très non émotionnelle, oui, mais avec, j'allais dire, beaucoup d'humain. Non émotionnel au sens que les gens, quand ils disent non, il ne faut pas le prendre personnellement, mais avec beaucoup d'humanité pour comprendre quel est leur, au fond d'eux-mêmes, quels sont leurs blocages. Ouais. Ouais, je Ok, pense que c'est surtout le change qui c'est important. d'accord. À partir de ce que vous avez dit, on voit que votre métier nécessite beaucoup de compétences. Selon vous, quels sont vos atouts principaux qui vous ont permis de réussir à surmonter toutes ces péripéties? Alors, faut pas beaucoup de compétences, hein. Bon déjà, si vous voulez, quand on se fait recruter, souvent, on essaie de montrer ce qu'on a à faire, alors qu'en réalité, ce qui est important, c'est ce qu'on va faire, hein, c'est le potentiel. Ça, il faut l'expliquer aux recruteurs, c'est que et qu'est-ce qui fait que, j'allais dire, c'est un bien grand mot, hein, vous réussissez ou vous réussissez moins, c'est que encore une fois, faire ce que vous avez envie de faire. Si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le ferez pas bien. Ça, je pense que vous avez plein d'exemples dans votre parcours. Vous prenez juste votre parcours scolaire, vous regardez là où vous avez réussi, là où vous n'avez pas réussi, ou dans vos parcours de le hobby, le passe-temps, la culture, le sport, etc. Vous regardez, vous verrez que là où vous réussissez en général, c'est parce que ça vous fait vraiment plaisir de réussir. Bon, après, on a on a des talents additionnels, techniques ou là, des dons bien naturels, mais la première chose, c'est vraiment, et faut vraiment, si vous voulez, bon, vous avez vécu ça, hein, vous êtes toujours forcé à être à peu près bon partout. Nos parents nous ont poussé à être bons partout. En réalité, les parents doivent surtout pousser là où l'enfant est bon. Hein, donc, il ne faut pas chercher à être bon en maths, et en français, en histoire, en géo, etc. Il faut pousser là où il est bon. Pareil, il ne faut pas chercher à ce qu'un mec, on le mette sur plein de métiers différents, ou qui requièrent des qualités très différentes. S'il est bon à certains endroits, il faut le mettre là-dessus. Si vous voyez qu'il pourrait être meilleur, qu'il pourrait être également bon dans d'autres endroits, on peut essayer, mais il ne faut pas insister. Hein. Donc, il faut vraiment travailler bien sûr, il faut se l'appliquer d'abord à soi-même. Regardez, voilà, ce qui fait plaisir, là, on est bon. Travailler vraiment sur les forces. Ensuite, sur ce qui est important quand je vais dire non, c'est pas que quand on démarre, mais quand on démarre dans un travail, de toute façon, la première chose à faire, c'est ne pas faire comme moi actuellement, hein, c'est de ne pas parler, c'est écouter, observer, regarder la réaction des gens par rapport à vous, par rapport dans les réunions. Bon, actuellement, c'est plus difficile, bien sûr, avec le Covid, mais c'est important d'observer et d'écouter, et donc de se taire, hein, de se taire, et ne pas penser qu'on sait tout, hein, même si, tu vois, il y a des erreurs classiques qu'on fait, alors peut-être pas quand on est très jeune, mais quand on est sur sa deuxième ou sa troisième expérience, on arrive dans un environnement, on pense tout savoir et on veut casser des briques. Et en réalité, l'environnement n'est pas le même par rapport à ce que vous avez connu avant. Et du coup, on peut faire des erreurs j'allais dire de jeunesse, même quand vous êtes dans une deuxième ou troisième expérience professionnelle, parce que justement, vous pensez tout savoir en réalité. C'est comme disait l'autre, hein, plus vous savez que vous ne savez rien.
C'est vraiment ça. Donc, faut écouter, il faut travailler, hein, et vous travaillerez quand j'allais dire, quand ça vous fera plaisir de travailler. Hein, c'est toujours pareil. Donc, mais par contre, il faut travailler, il faut persévérer, il faut essayer d'expliquer ce que vous faites pour que les gens viennent avec vous, parce que il n'y a pas de leader sans follower, hein, ça c'est une évidence, mais c'est bien de l'avoir à l'esprit tout le temps. Donc, il y a une règle, hein, c'est être exigeant vraiment avec soi-même, très exigeant avec soi-même, et être plutôt bienveillant avec les autres, même si à un moment donné, si vous voyez que les autres ne suivent pas, vous n'arrivez pas à suivre, ben, il faut aussi savoir prendre des décisions des fois difficiles, hein. Faut pas, tout le monde n'est pas, voilà. Donc, exigeant avec soi-même, bienveillant avec les autres, j'allais dire, c'est une ligne de conduite, c'est pas évident, hein, parce qu'on a tendance à être exigeant d'abord avec les autres, hein, et bienveillant avec soi-même, donc c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Et qu'est-ce que je verrais comme autre? Bon, c'est la modestie, hein. Si on peut être modeste, c'est compliqué, hein. Parce qu'encore une fois, plus on vieillit, moins on est modeste, hein, ça c'est clair, parce qu'on pense tout savoir, on a tout vu. Voilà, c'est ce que je dirais, mais oui, c'est la persévérance. Je pense à la persévérance. D'accord, merci beaucoup. Vous avez parlé de travail, de plaisir au travail. Qu'est-ce qui vous pousse, vous, à vous lever tous les matins pour aller au travail? Justement, qu'est-ce qui vous inspire? Euh, alors, moi déjà, quand je me lève, je vais courir 1 heure. D'accord, Donc, voilà. Donc, moi, c'est mon premier truc. Et ça me permet d'être en forme physique, hein, physique, intellectuelle et émotionnelle toute la journée. Donc, ça, c'est un vrai plus, hein. Moi, je peux que conseiller, si les gens peuvent avoir un plaisir, encore une fois, là, on ne peut pas forcer, mais si on peut donner des conseils, et si les gens ont envie de faire ça, il faut vraiment qu'ils le fassent, parce que ça, c'est vraiment le truc qui change sa vie, hein. C'est que vous dormez bien, vous êtes en forme physique, psychologique. Ça, c'est vraiment un premier point. Donc, oui, faut avoir quand même une certaine forme. Alors, ce qui me pousse à me lever le matin, en tout cas à continuer, c'est moi, ce que j'aime bien, c'est de changer mon environnement. C'est-à-dire que j'ai modestement envie de changer dans l'entreprise dans laquelle je travaille, ou l'environnement dans lequel je travaille. Donc ça, c'est mon truc, c'est changer les choses, hein. Bien sûr, vers le mieux, soi-disant, enfin, en tout cas, ce que moi je considère comme étant mieux. Donc moi, mon driver, c'est améliorer la situation pour mes collègues, pour nos clients, pour notre actionnaire. Ça, c'est vraiment mon truc. C'est le soir, je me couche et je me dis, bon, là, on a avancé ou on n'a pas avancé. Donc ça, c'est vraiment mon truc. Et donc je sais être assez persévérant. Bon, je cours des marathons, hein, ça, je pense, ça forme, hein. Donc c'est vraiment la persévérance et envie de changer, envie de changer les choses. Ça, c'est mon truc. J'ai envie de laisser une petite empreinte modeste là où je passe. d'accord. C'est de Mm. mettre en œuvre, hein. Mettre en œuvre, hein. C'est pas que des PowerPoint, c'est mettre en œuvre. Ça, c'est mon truc. J'aime bien. Si je peux pas, je suis frustré. Donc ça, c'est mon moteur. D'accord. Donc, dire qu'est-ce dont vous vous attendiez le moins avant de commencer votre carrière? Est-ce que vous avez dit... Alors oui, j'ai trouvé ça, c'est une bonne question. Je sais pas obligatoirement. Euh, si vous voulez, contrairement à cette génération, nous, quand on a démarré notre carrière, on ne savait pas ce que c'était que l'entreprise. Donc l'alternance, tout ça, ça n'existait que très peu. Vous voyez? Donc moi, je peux que conseiller de, de faire de l'alternance, parce que ça vous permet au moins de voir où vous allez mettre vos pieds. Donc moi, je m'attendais à rien parce que je ne savais pas où j'allais. C'était vraiment, je me jette à l'eau. Donc ça, c'est le truc. Et comme dit, hein, attendez voir, qu'est-ce que j'avais, je m'étais noté un petit truc ce matin. En tout cas, pour démarrer, j'ai pas, si vous voulez, j'ai pas une mauvaise surprise en tant que telle, parce que je pense que le plus difficile quand même, comme je disais tout à l'heure, c'est de changer les choses. Si vous n'arrivez pas à intégrer les équipes, vous ne changez rien. Et donc, moi, j'avais un abord relativement, je pense, facile. Donc, je discutais avec les gens. Donc, ça s'est
déridé, même si, bien sûr, on fait des erreurs aussi, euh, mais j'ai pas eu de très grosses mauvaises surprises. Alors, en tout cas, le poste actuel, hein, parce que vous avez aussi posé par rapport au poste actuel, puisque moi, j'ai démarré en 2019 ici, début 2019. La mauvaise surprise, c'était vraiment, bon, d'une part, la situation de l'entreprise. Donc, la situation de l'entreprise est très, très mauvaise, hein, et elle reste très mauvaise. Ça, je me suis pas assez méfié parce qu'en réalité, mon ancien patron m'avait appelé, donc j'y suis allé un peu les yeux fermés, confiance, quoi. Je regrette pas, mais voilà. Donc ça, c'est surprise, c'est la mauvaise situation de l'entreprise. Ensuite, le deuxième point, c'est ensuite le Covid, hein, qui a vraiment impacté notamment l'automobile fortement. Et derrière, ce qu'on est encore en train de subir, c'est les problèmes d'approvisionnement, les composants électroniques, si vous voulez, parce que l'automobile ne paye pas beaucoup par rapport au monde de la téléphonie ou du jeu, hein. Donc, c'est pour ça qu'on a des problèmes d'approvisionnement. J'allais dire, ça, bien sûr, ça nous fait très mal. Et puis, le frein au changement, mais comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui, là, je suis vraiment dans un environnement très, très international. Là, j'ai dû un peu prendre j'ai dû travailler sur moi-même pour comprendre. J'ai essayé de comprendre les cultures, notamment japonaises, etc., pour voir comment il fallait aborder ces gens-là. Mhm. Parce qu'évidemment, il y a des façons, des expériences, des backgrounds qui sont pas les mêmes que les nôtres. D'accord. Mais pour moi, c'est plus un challenge qu'une vraie difficulté. C'est oui, quand vous travaillez quelque part. Si vous êtes embauché, c'est qu'on a besoin de vous. S'il n'y avait pas de souci, on vous embaucherait pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Oui. qu'on embauche des gens pour régler des problèmes, pas pour en créer. Oui. À un moment donné, il y a des gens qui oublient ça, mais en réalité, on embauche des gens parce qu'on a des problèmes, oui, D'accord. pour les Oui. résoudre. D'accord. Merci. Et dernière question, est-ce que vous avez des conseils à donner aux étudiants qui vont bientôt faire leur Alors, premier pas dans le monde du travail? Qu'est-ce que vous auriez aimé que l'on vous dise lorsque vous étiez encore étudiant, vous? oui, alors, bon, ça c'est. Déjà, je pense qu'il faut y aller, il faut suivre son propre instinct. Voilà, c'est un peu, faut y aller ou pas, hein. Mais alors bien sûr, on peut écouter les autres, hein, toujours, hein, faut toujours écouter les autres, mais la décision, on se la prend pour soi, et c'est une décision individuelle, toujours. Le couple, etc. autour, ça, j'allais dire, un peu dur de dire ça, mais ça a peu d'importance. Quand on prend une décision comme ça, c'est pour soi, parce que justement, il faut se faire plaisir. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce que j'aurais bien voulu qu'on me dise à l'époque? Il y a un truc que j'ai jamais trop fait parce que, mais il faut le faire, ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi regarder l'entreprise. À l'époque, on n'avait pas Internet, hein. Donc, il faut regarder sur Internet ce que fait l'entreprise, quels sont les produits, la culture, et essayer de deviner la culture de l'entreprise, essayer de se renseigner sur les réseaux sociaux, ce qui n'existait évidemment pas à l'époque. Ouais, c'est important. Quand je dis culture de l'entreprise, c'est la façon dont je travaille avec l'autre. C'est ça la culture. Concrètement, c'est ça la culture. Comment je peux faire confiance à mon collègue dans cette entreprise-là. Donc, pour avoir ça, pour choper ça, c'est pas évident, mais je pense que c'est relativement important. L'autre Mhm. point qu'il faut avoir l'œil concernant l'entreprise, c'est faut regarder s'ils sont sur un marcheur porteur ou pas. Là, c'est important parce que et là, je reviens de manière très, j'allais dire très, très basique sur le terrain. On cherche quand même à gagner sa vie. Et les entreprises qui payent le mieux, c'est celles qui sont sur un marché porteur. D'abord, bon, c'est pas pour ça qu'ils vont réussir, mais en tout cas, sur un marché porteur. Et plus l'entreprise est grande, mieux vous êtes payé, plus vous avez d'avantages sociaux, plus, j'allais dire, la relation, peut-être un peu étonnant ce que je dis, mais la relation entre les collègues et avec l'hiérarchique et avec la structure de l'entreprise est saine. Parce qu'il y a quand même beaucoup de petites entreprises, et contrairement à ce qu'on peut penser, dans les petites entreprises, c'est plutôt des fois, j'allais dire, l'exploitation de l'homme par l'homme. Dans les grandes entreprises, vous êtes quand même protégé par une structure qui s'appelle, la structure en elle-même, c'est les syndicats, il y a des conventions qui sont mises en place, il y a des façons de travailler qui sont quand même un peu plus structurées que dans une petite entreprise, vous avez le patron qui fait son truc, c'est son entreprise, tout le monde me suit, ceux qui ne veulent pas me suivre, tant pis pour eux. Et je suis un peu blanc-noir ici,
Alors moi, c'est l'expérience que j'en ai, c'est qu'on met toujours en avant les petites entreprises et tout, oui, mais enfin, sauf que la qualité du management dans les petites entreprises par rapport aux grandes entreprises, c'est juste pas comparable. Il y a ou de manière très exceptionnelle, vous trouverez un petit patron qui a la vista et cetera, la vision, qui sait manager. C'est rare, hein, c'est très, très rare. Alors que dans les grandes entreprises, vous avez des gens qui ont été formés à ça, vous avez des gens qui ont fait des cursus universitaires, des écoles et cetera, qui savent comment on doit traiter les gens de manière propre pour avancer dans la durée. Je dis pas qu'il y a pas des éclats de voix de temps en temps, bien sûr, mais je trouve que les relations sont beaucoup plus équilibrées, dans des grandes entreprises que dans des petites. À contrario, moi j'appelle souvent aussi les fonctionnaires du privé, ce sont les gens comme en tout cas comme moi, qui sont dans une grande boîte, qui sont très protégés aussi par l'organisation, si vous voulez. Donc il y a l'effet inverse. Mais en tout cas, si on veut vivre correctement dans une ambiance correcte, moi je conseille quand même les gros groupes. Par contre, c'est dans les petites entreprises, vous apprenez plus. Voilà. Donc ça c'est, moi j'ai fait les petites entreprises aussi. C'est une taille d'entreprise de 1000 personnes où j'ai appris vraiment le plus parce que j'avais vraiment, je pouvais faire ce que je voulais à peu près. Euh, mais dans les petites entreprises en dessous de 200, par exemple, la qualité du management est très discutable. D'accord. D'accord. Bon, bah, Monsieur Clément-Gris, je vous remercie pour vos précieux conseils et d'avoir accepté de passer l'interview qui s'arrête là.